1968, contestation et transformation de l'ordre social. 1968 signifie symboliquement la fin de l'ordre paulinien. Ainsi que saint Paul qui s'exprimait lors de son épître aux Romains, saint Paul disait que toute personne soit soumise au pouvoir établi, car il n'est de pouvoir que de Dieu, et ceux qui existent sont institués par Dieu. Ainsi, celui qui s'oppose au pouvoir résiste à l'ordre voulu par Dieu, et ceux qui résistent s'attireront la condamnation. Cet épître a fixé les règles de la hiérarchie sociale durant des siècles et des siècles. En 1968, des mouvements sociaux politiques bousculent les sociétés de plusieurs pays, quel que soit leur régime politique, que ce soit dans le bloc capitaliste ou le bloc communiste. Depuis la place rouge à Moscou, où 8 personnes déploient une banderole en soutien aux Tchécoslovaques, dont le pays vient d'être envahi par les armées du pacte de Varsovie, jusqu'aux manifestations et révoltes qui affectent l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et l'Asie, la jeunesse se trouve au centre de la contestation. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont mobilisés. En France, en Espagne, en Italie, des ouvriers se joignent massivement aux étudiants. Au Japon, ce sont par exemple des paysans. L'année 68 traduit une inflexion dans les mentalités de l'hémisphère occidental. Les années précédentes sont joyeuses, exubérantes, décomplexées, portées par toute la jeunesse issue du baby-boom de la libération. Toutes ces naissances juste après la Seconde Guerre mondiale. Et cette nouvelle jeunesse, cette nouvelle génération a vu apparaître la mini-jupe, les seins nus sur la plage et la pilule contraceptive, la marijuana, le LSD, les Beatles et les hippies, les yéyés, le magazine Salut les copains. Et en même temps, on a conduit durant ces années 1960 la décolonisation et on est rentré, les Beatles le symbolisant, dans la société de consommation. Mais derrière cette libération des mœurs et de la politique, une inquiétude commence à planer. 4 ans avant mai 68, avant 1968, les démographes ont discerné en Europe une baisse de la natalité qui annonce la fin de ce fameux baby-boom et la future crise des années 70. De la libération en 1963, la fécondité des Européennes de l'Ouest et des Nord-Américaines s'était maintenue aux alentours de 3 enfants par femme, c'est-à-dire bien au-dessus de pays comme l'Algérie ou l'Iran actuels, et qui est le taux nécessaire pour un renouvellement des générations, 3 enfants par femme. Et ce taux a ensuite décliné, et 6 ans plus tard, d'ailleurs en 1974, ce taux allait passer brutalement sous le seuil de remplacement, c'est-à-dire 2 enfants par femme. Et donc derrière cette image joyeuse des années 60, il y a toute une série de crises qui commencent à s'accumuler dès la fin des années 60. Le 18 mars 1967 survient la première marée noire, le premier échouage d'un pétrolier, le Torrey Canyon dans la Manche, et l'opinion publique commence à prendre conscience des dangers de la croissance industrielle qui a été effrénée durant les années 50-60. C'est le début des mouvements écologiques, de l'inquiétude par rapport au nucléaire, au pétrole. Le prodigieux effort de redressement économique de l'après-guerre touche à sa fin. Le chômage ne touche guère que 2% de la population active, mais de plus en plus de critiques se font du système capitaliste, notamment dans la gauche marxiste et dans la jeunesse étudiante. De plus, les événements internationaux, comme la guerre du Vietnam et son escalade militaire, où de plus en plus de soldats désertent dans cette guerre qu'ils estiment injuste. En 1968, c'est aussi l'assassinat du pasteur non-violent Martin Luther King. Et donc les campus américains, c'est de là que démarrent les événements en 1968, car déjà depuis quelques années, les étudiants américains sont déjà en révolte contre le Vietnam, contre la ségrégation raciale. Et donc cette contestation, évidemment, va se diffuser en Europe. Au printemps 68, les étudiants parisiens, comme à Rome, comme dans la plupart des autres capitales ouest européennes, s'agitent encore plus. À Paris, quand le gouvernement veut fermer la Sorbonne au cœur du quartier latin le 3 mai 1968, il y a effectivement de violentes échauffourées avec la police. Le mouvement étudiant culmine en intensité et fait l'objet d'une tentative de récupération par l'opposition politique et les syndicats. Les syndicats en profitent pour annoncer une grève qui va effectivement produire en France une amélioration des conditions salariales de travail, etc.
Il n'y a donc pas eu que la lutte étudiante en 1968. D'autres luttes ailleurs ont été violemment réprimées par le pouvoir politique, comme en Tunisie, au Sénégal et surtout au Mexique. Le mouvement des étudiants mexicains, qui débute avec le débat sur l'autonomie des universités et le renouveau de la démocratie, dure plus de 2 mois, du 26 juillet au 2 octobre. Et le 2 octobre, au cours d'un meeting place des Trois Cultures à Mexico, l'armée mexicaine tire et fait entre 200 et 300 morts. Mai 68 produit une pensée radicale, c'est-à-dire qui conteste la société de consommation jusque dans ses racines. Refuser l'ordre en place, c'est donner la voix aux minorités. Les femmes prennent la parole. Les œuvres des fous, des primitifs, vont être regardées comme de l'art. Le grand exemple, c'est Jean Dubuffet qui présente sa collection d'art brut déjà en 1962. Le théâtre sort s'installer dans des cafés ou jouer dans la rue, ce qu'on appelle le living theater, afin de rencontrer un autre public. Ces manifestations font inscrire dans un cadre assez large d'une sensibilité aux politiques et au social. Les artistes sont traumatisés par la guerre d'Algérie pour les Français, la guerre du Vietnam pour le monde entier, par les dictatures en Espagne, au Portugal, et par la ségrégation raciale qui produisent un art engagé. Que ce soit les chansons folk avec Bob Dylan, ou le théâtre d'intervention, les pièces d'Armand Gatti, et le free jazz, une musique totalement liée au combat des Black Panthers, c'est-à-dire du mouvement radical de lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, les Black Panthers qui prônent le Black Power. Se rajoute à tous ces mouvements l'influence du maoïsme, du communisme chinois, du castrisme, le communisme cubain, avec Che Guevara comme évidemment image, symbole de la révolte des jeunes dans les années 60, et l'anarchisme libertaire qui domine idéologiquement la pensée contestataire. Noam Chomsky, sans doute un des plus grands philosophes anarchistes libertaires, explique le rationalisme éthique hérité des Lumières conduit naturellement à l'anarchisme, qui n'est pas une préférence politique parmi d'autres, une opinion arbitraire, mais une conséquence du choix de la raison contre l'injustice et la violence. Et contre toutes les injustices et la violence de cette époque, une grande partie des jeunes choisissent effectivement la voie du socialisme dans toutes ses versions, communistes ou anarchistes, etc. L'éducation, l'école, l'université sont remises en cause. Les jeunes prennent le pouvoir. Des penseurs comme Ivan Illich, par exemple, vont totalement remettre en cause l'éducation et l'école. Ivan Illich dit qu'il y a une étrange différence entre les buts avoués de l'éducation et ses résultats. L'éducation prétend réduire les inégalités sociales, mais contribue en réalité à les accentuer, en concentrant les privilèges dans la main de ceux ayant les bagages suffisants. L'école obligatoire, la scolarité prolongée, la course au diplôme, autant de faux progrès qui consistent à produire des élèves dociles, prêts à consommer des programmes tout à fait préparés par les autorités et à obéir aux institutions. À cela, il faut substituer des échanges entre égaux et une véritable éducation qui prépare à la vie dans la vie, qui donne le goût d'inventer et d'expérimenter. Raoul Vanhaegen, grand philosophe belge des années 60, aussi de la mouvance anarchiste, dit « Il n'y a pas d'enfants stupides, il n'y a que des éducations imbéciles ». Le pouvoir politique et les médias sont également remis en cause lors des événements de 1968. Le philosophe Herbert Marcuse, dans L'homme unidimensionnel, remet en cause également la démocratie. Il dit le fait de pouvoir élire librement des maîtres ne supprime ni les maîtres ni les esclaves. Effectivement, c'est également le moment où Noam Chomsky va élaborer toutes ces théories sur les médias. Et il dit que les médias constituent un système qui sert à communiquer des messages et des symboles à la population. Les médias servent à distraire, amuser, informer et à inculquer aux individus les valeurs, les croyances et les codes comportementaux qui vont les intégrer dans la structure sociale. Dans un monde où les richesses sont fortement concentrées et où les intérêts de classe entrent en conflit, accomplir cette intégration nécessite une propagande systématique. Pour que le citoyen accepte les injustices, accepte les inégalités, il faut le faire rentrer à sa place dans la pyramide sociale, dans la structure sociale, et c'est à ça que vont servir les pouvoirs politiques et les médias.
Et donc, Chomsky continue en disant que plus les masses populaires acquièrent des droits, plus il y a la démocratie, plus il y a de liberté, plus les gouvernants doivent trouver des moyens sophistiqués de propagande. Par exemple, abrutir le peuple par du divertissement, hein, comme les émissions de télé-réalité, c'est un moyen de propagande. C'est un double intérêt. On détourne l'attention du peuple vers les choses superficielles de la vie, telles que la consommation à la mode, hein, qu'est-ce que je vais acheter pour être à la mode, etc. Et on le prive en même temps, pendant ce temps où il est gouverné par la mode, la publicité, la consommation, on le prive de l'exercice de la pensée, de la réflexion, de la culture. D'une pierre deux coups, le citoyen ne pense pas au problème de la démocratie, et en plus il y pensera de moins en moins, car le programme télévisuel a pour but de le rendre bête. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles, dit Guy Debord en 1967 dans son livre La société du spectacle. Et effectivement, tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. La télévision, la civilisation de l'image et du spectacle va faire qu'il n'y va plus avoir de différence entre la société virtuelle et la société réelle. On écrit déjà ça en 1967, on voit à quel point Guy Debord, dans son livre La société du spectacle, eh bien, a prévu finalement tout ce qui s'est passé jusqu'à notre époque. Et la télévision, d'après les études, c'est Emmanuel Todd qui l'a étudié dans l'évolution de la télévision depuis les années 50, il y a un facteur qui explique la stagnation des performances intellectuelles aux États-Unis. C'est en effet à partir des années 1950, lorsque la télévision est entrée dans la vie des familles et des individus, elle a arraché l'individu à la culture écrite. Dès 1958, le taux d'équipement des téléviseurs des États-Unis atteint 287 télévisions pour 1000 habitants. En 1958. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est quasiment une télévision, si pas plus, par habitant. Et effectivement, la pratique intensive de la lecture avant la puberté rendait notre espèce, l'Homo sapiens, plus intelligent. Et c'est sans surprise qu'on remarque qu'un abandon de la lecture intensive réduit l'efficacité du cerveau. Et donc, forcément, la télévision va devenir le facteur du déclin de la culture de l'écrit et donc d'une stagnation des résultats, notamment dans le domaine intellectuel. Alors, réussite ou échec de mai 68? La formule paulinienne de la théocratie, dans ce fameux épître aux Romains, a dominé l'histoire de l'Occident de 312, lorsque l'empereur Constantin christianise l'Empire romain, jusqu'à son affaiblissement à partir des philosophes des Lumières au XVIIIe siècle. Mai 68, en fait, est une sorte d'accélérateur du processus de déchristianisation. La mise en question de toute autorité met tout à fait mal à l'aise la thèse de saint Paul. Si tout pouvoir vient de Dieu, le pouvoir de l'homme sur la femme, du mari sur l'épouse, du père de famille sur ses enfants, du patron sur ses employés, du professeur sur ses élèves, du chef de l'État sur ses sujets, du bourgeois sur le prolétaire, de l'ancien sur le jeune, procède lui aussi de Dieu et d'une certaine transcendance d'un pouvoir qui vient d'en haut. Mais mai 68 détruit cette transcendance. Les femmes s'émancipent, les épouses prennent leur autonomie, les enfants désobéissent, les ouvriers se révoltent, les élèves récusent l'autorité de leur enseignant, l'autorité se retrouve partout battue en brèche, c'est le règne généralisé de la fraternité, toute naïve, toute ingénue, de l'égalitarisme, de la communauté innocente. Mai 68 va être une parenthèse assez rapide dans cet idéal effectivement fraternel et égalitaire, puisqu'il va y avoir le retour de bâton capitaliste. Combien d'anciens hippies des années 60 se sont retrouvés en fait dès les années 80 comme symbole du libéralisme et du retour du capitalisme. Comme la Révolution française qui avait lancé plein d'idées, liberté, égalité, fraternité, elle avait fini par accoucher de l'ordre bourgeois, de la domination de la bourgeoisie sur la société. La Révolution de mai 68 enfante la version libérale du capitalisme, c'est-à-dire que la société de consommation devient la religion d'après la religion. La religion a disparu, le christianisme s'est effondré et il est remplacé, Dieu est remplacé par un nouveau Dieu très très puissant, le dollar, l'euro, les valeurs d'individualisme et de consommation. Alors la question est de savoir si cette société de consommation elle apporte plus de liberté ou est-ce qu'elle n'a pas mis en place un nouveau soft totalitarisme? Tout comme il y a le soft power, n'y a-t-il pas le soft totalitarisme?
Le grand intellectuel italien Pasolini disait: aucun centralisme fasciste n'est arrivé à faire ce qu'a fait le centralisme de la société de consommation. Depuis la grande crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale et l'émergence du bloc communiste, les marchés, le capitalisme, ils ont dû composer avec d'autres acteurs, à commencer par les États. Les États contrôlent la création monétaire, les mouvements de capitaux, le système bancaire, et avec des règles définies en juillet 1944 à Bretton Woods, des règles qui empruntent beaucoup aux idées de Keynes, qui est un des artisans de cette conférence qui, en 1944, Bretton Woods a vraiment déterminé les règles du capitalisme dirigé par l'État dans les années de reconstruction. Ce quart de siècle, où ces 30 ans, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, l'Occident va connaître une prospérité sans égale. Face à la concurrence de l'URSS et des régimes communistes, le capitalisme doit être plus performant, produire plus de richesses que le bloc d'en face et surtout mieux les redistribuer pour éviter les inégalités trop flagrantes et les risques de révolution communiste. Mais le 15 août 1971, sans doute une des dates les plus importantes au niveau économique dans l'histoire du XXe siècle, le monde change complètement de base puisque ce jour-là, Richard Nixon met fin à la convertibilité, donc le président Nixon, met fin à la convertibilité du dollar en or. C'est-à-dire que les États-Unis décident unilatéralement, seuls, de ne plus honorer les engagements pris lors des accords de Bretton Woods, le fait que le dollar était basé sur la valeur de l'or, pour deux raisons. La première, c'est que les États-Unis sont engagés dans la guerre froide avec l'Union soviétique et leur coûte de plus en plus cher. Ils sont en train de connaître l'échec coûteux du Vietnam, par exemple. Seconde raison, les grandes entreprises américaines protestent. Elles trouvent que le capital ne rapporte pas assez et que les syndicats sont trop puissants, que l'État est omniprésent, omnipotent et que ça freine les entreprises, leur dynamisme, l'innovation et qu'il faudrait que l'État libéralise le plus possible, arrête de contrôler notamment le dollar et l'économie en général. Résultat de cette évidemment fin de la convertibilité du dollar en or, la valeur du dollar s'écrase, le dollar plonge. Le dollar plonge, s'affaiblit, mais ce qui est très bon pour les exportations des entreprises américaines. Par contre, ça va déstabiliser les pays producteurs de pétrole, dont le prix s'exprimait en dollars, était basé sur la valeur dollar. Et ça va expliquer évidemment le choc pétrolier, le premier grand choc pétrolier en septembre 1973. Un nouveau monde est né entre 1971 et 1973, avec d'un côté les perdants, les classes populaires des pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, les pays de l'Occident, les États-Unis, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, etc. Les classes populaires sont les perdants parce qu'ils vont voir leur travail disparaître, l'industrie disparaître, la production disparaître, parce qu'effectivement, les entreprises vont pouvoir très facilement, comme l'économie est beaucoup plus libre, se déplacer et installer leurs entreprises, leurs usines, là où les ouvriers sont effectivement coûtent moins cher et permettent de faire plus de bénéfices sur le capital. Et les grands gagnants de ce nouveau monde, c'est la nouvelle classe de travailleurs des pays émergents, les pays dans lesquels on a été installé ces usines, et donc ça va apporter du travail, des salaires, etc. Et les super riches, le top 0,1% de la population du monde, les mondialisés et les multinationales, on va aboutir effectivement à cette situation actuelle où 7 ou 8 personnes possèdent autant d'argent que la moitié de la population mondiale. Donc appauvrissement dans les pays anciennement riches, industrialisés en tout cas, occidentaux, sauf appauvrissement des classes populaires, mais enrichissement, évidemment, les riches sont beaucoup plus riches, les riches français, belges, américains, etc., sont beaucoup plus riches, parce que désormais, on travaille sur l'échelon mondial, multinational, c'est la mondialisation. Et donc, c'est la naissance de ces grands groupes qu'on appelle les GAFA ou GAFAM, si on rajoute donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft éventuellement pour le M, GAFA ou GAFAM. La deuxième révolution industrielle avait eu comme vecteur l'électricité et le pétrole, fin 19e. Et cette révolution, évidemment,
à développer le monde industriel, hein, la révolution industrielle. La nouvelle révolution économique a une autre matière première, ce sont les données. Les données que les progrès technologiques permettent maintenant de traiter, de stocker, d'exploiter, et évidemment, on le voit avec les polémiques notamment sur Facebook, de tronquer, voire de truquer. Les chiffres, effectivement, sont assez impressionnants. En 2020, on traitera par an environ 40 zettabytes, c'est-à-dire, alors un zettabyte ou zettaoctet, c'est 1 millier de milliards de bytes d'informations, c'est-à-dire plus qu'il n'y a de grains de sable sur toute la planète. Chaque minute, il y a 300 000 tweets qui sont échangés, 15 millions de SMS, 204 millions de mails qui sont envoyés sur tous les réseaux. Et les GAFA détiennent 80% des informations personnelles numériques de l'Occident. Et donc, l'effacement progressif en Occident de l'espérance démocratique au profit d'une forme d'hégémonie des grands privilégiés, de la prise en main des différentes formes de l'influence, parce qu'évidemment, ces grands groupes de communication influencent les idées, l'art, la science, la finance. Voilà ce que veut dire le soft totalitarisme. Chacun de ces groupes est à lui tout seul plus puissant qu'une grande partie des pays. Ils ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à la production de certains pays. Huxley avait décrit dans Le meilleur des mondes, qui était au départ un roman de science-fiction, mais qui semble de plus en plus réaliste, qu'un État totalitaire vraiment efficient serait celui dans lequel le tout-puissant comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs auraient la haute main sur une population d'esclaves qui serait inutile de contraindre parce qu'ils auraient l'amour de leur servitude. Les totalitarismes ont échoué parce qu'ils ont en fait utilisé la force et la brutalité pour dominer leur population. Mais faire aimer aux gens leur servitude, les rendre esclaves et qu'ils aiment ça, c'est la tâche assignée dans les États totalitaires aujourd'hui au ministère de la propagande, aux rédacteurs en chef des journaux et aux maîtres d'école, dit Huxley. Effectivement, les institutions, les lois sont la charpente, mais c'est à l'école que se mettent en place les fondations. Il n'est de gouvernement des hommes sans éducation. Et donc un totalitarisme dont la caractéristique est de s'imposer par le consentement, c'est-à-dire que les gens acceptent, a plus encore besoin de cet outil de manipulation. L'éducation doit être considérée comme un service rendu aux entreprises. Et ce n'est pas un hasard si Google, Microsoft s'intéressent de très près à l'éducation. Le but, c'est de remplacer progressivement les vieilles connaissances disciplinaires par ce qu'on appelle, entre guillemets, des compétences, qui sont évaluables et qui correspondent aux besoins futurs des salariés, en termes de fonctionnalité économique et pour garantir la paix sociale par un minimum de comportement citoyen. Les entreprises ont pour but effectivement de former des gens qui sont flexibles, qui ont effectivement toute une série de compétences, mais surtout pas des citoyens qui ont un esprit critique. Le courant était venu du monde anglo-saxon et Hannah Arendt avait déjà décrit dans les années 1960 les ravages de ce genre de philosophie dans la crise de la culture. C'est-à-dire que ce courant se caractérise par une prééminence absolue de l'individu, dont il faut laisser s'épanouir les talents. Et donc, effectivement, c'est l'individualisme, chacun son profil, c'est les choses qu'il préfère, qu'il n'aime pas, etc. Et chacun doit pouvoir s'épanouir dans ce qu'il aime bien, dans ses talents. Et les savoirs anciens sont considérés comme des armes qui servent à imposer des valeurs et des traditions à un individu qui doit se libérer du passé. Donc, et pour en fait se créer par lui-même. Et donc on veut essayer de couper effectivement les gens de leur passé, parce que le passé pourrait effectivement apprendre un certain esprit critique. L'école est devenue en fait aujourd'hui de plus en plus sélective, parce qu'elle a calqué ses méthodes d'enseignement sur la logique du management. Par exemple, on parle de pédagogie par projet ou de compétences. Et donc l'école, le but de l'école, c'est de fabriquer des travailleurs adaptables, qui surtout n'ont pas hors d'esprit critique, qui pourraient éventuellement se syndiquer, faire des grèves, protester. Et toutes les méthodes pédagogiques par projet sont toujours évidemment présentées sous un angle généreux, comme le travail en équipe par exemple, mais calquent complètement le modèle néolibéral de l'entreprise afin de fabriquer des individus autonomes et pas du tout collectifs, parce qu'effectivement, si ils apprennent le sens véritablement du collectif, ils pourraient devenir contestataires et s'organiser dans la critique. Et donc, effectivement, toutes les valeurs prônées par ces sociétés qui poussent à la consommation, c'est bien sûr l'individualisme et le fait de promouvoir l'idée que chacun peut avoir ce qui lui plaît, choisir ce qui lui plaît, faire ce qui lui plaît, et que toutes ces sociétés nous apportent la liberté. Il faut savoir que tous les grands
patrons de chez Google, Apple, Amazon, etc., Microsoft, mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a absolument pas de Wi-Fi, où il n'y a que des livres, il n'y a que des craies pour écrire au tableau, etc. Et sont contre absolument, parce qu'ils connaissent les effets évidemment dévastateurs des écrans, et donc sont contre l'utilisation évidemment pour leurs enfants, pas pour les enfants des autres, parce que là ils vendent des millions de tablettes, d'ordinateurs, de smartphones, etc. Mais contre l'utilisation effectivement du numérique et de cette pseudo-individualisation de l'enseignement. L'Union européenne, alors depuis son élargissement à l'Est et la mise en place de la monnaie unique à l'Ouest, l'Europe semble complètement dysfonctionner. On ne peut pas comprendre le malaise du continent si on reste prisonnier de deux grands principes intellectuels qui ont guidé la construction européenne. D'abord, la croyance en la primauté des déterminations économiques. Donc l'Europe se base uniquement sur, elle pense que l'union économique va faire l'union des peuples, première hypothèse qui conduit au malaise actuel, et l'hypothèse de la convergence des nations dans la société de consommation. C'est-à-dire que les nations vont petit à petit disparaître pour être remplacées par une gigantesque, un marché. Le but de l'Union européenne, c'est de créer un marché, une société de consommation, où on consommerait la même chose, de l'Espagne à la Pologne, en passant par l'Italie, les Pays-Bas, etc. Et donc, ce qu'ils ont sous-estimé, c'est qu'il y a des forces beaucoup plus profondes, éducatives, religieuses, familiales, qui, effectivement, rentrent en opposition avec cette sorte d'unification par la consommation. L'intégration des anciens pays communistes n'a donc pas conduit à une convergence des niveaux de vie, mais à la mise en place d'un système différencié et inégalitaire dans lequel les populations actives, bien éduquées par le régime communiste, servent de main-d'œuvre sous-payée à des niveaux qui soutiennent la comparaison avec la Chine. L'Union européenne dispose en fait maintenant d'une sorte de Chine intérieure, ce sont les pays de l'Est. C'est désormais un lieu commun que de considérer les États-Unis comme plus inégalitaires que l'Europe, on pense souvent ça. Cependant, un calcul à l'échelle de l'Union, plutôt que nation par nation, révèle qu'entre 1990 et 2015, le triomphe de l'inégalité ultralibérale a surtout eu l'Europe comme terre d'élection. L'intégration brutale de l'Europe de l'Est à l'espace occidental a conduit non seulement au triomphe de l'inégalité économique, mais à un désastre démographique. L'écart exceptionnel entre les niveaux de rémunération de salaire à l'Est et à l'Ouest a enclenché des mouvements migratoires importants, dont le premier fut l'exode vers la République fédérale allemande de l'Allemagne de l'Ouest des jeunes actifs de l'ancienne République démocratique allemande communiste. De sa fondation en 1990, l'Union européenne a pu être décrite comme un système de nations libres et égales. La démocratie libérale était la forme politique commune, même si le fonctionnement interne de chacune des unités était spécifique. Cette perception est totalement périmée. Aujourd'hui, c'est autorité et inégalité qui sont les concepts qui décrivent mieux le système européen. C'est une hiérarchie de nations, plus ou moins riche, plus ou moins puissante, plus ou moins dominée, et donc une entité politique dont les valeurs sont à l'opposé des valeurs fondatrices. On continue à penser que l'objectif de l'Union, c'est l'abondance dans la liberté et l'égalité des citoyens et des nations, mais en fait, c'est un échec tragique. Il y a en fait un véritable fond autoritaire et inégalitaire dans bon nombre de régions de la zone euro, qui se sentent une affinité avec la puissance dominante et dont la servitude est au fond volontaire et l'a emporté. C'est la domination évidemment allemande et des valeurs allemandes sur l'Europe. L'Union européenne avait vendu à tous les peuples l'économie de la connaissance, la fameuse stratégie de Lisbonne. On se retrouve aujourd'hui en Europe avec un chômage de masse et avec l'ignorance qui se propage de plus en plus. Depuis le début de la grande récession, de la crise de l'euro, etc., nombre de journalistes, dirigeants politiques et économistes présentent l'austérité, c'est-à-dire la diminution des dépenses publiques, c'est-à-dire l'affaiblissement encore plus des États, des nations, comme la condition nécessaire au retour de la croissance. Alors, évidemment, le refrain est connu, la dette fera peser sur les générations futures et qui s'obligera à un sacrifice encore plus important et des efforts encore plus importants. Pourtant, partout où l'austérité est mise en place pour lutter contre la dette, elle produit l'effet inverse, puisqu'elle perpétue en fait la récession, ça accroît le niveau des dettes publiques, l'État en fait a de moins en moins de recettes et donc les déficits se creusent. Et donc dans tous les pays d'Europe entre 2008, la grande crise économique de 2008 et la fin de l'année 2013, que ce soit l'Italie, le Portugal, l'Espagne, effectivement, le produit intérieur brut a chuté, la dette a explosé,
dans beaucoup de pays. Elle dépasse les 100%, en Irlande 117%, 103% en France, 175% en Grèce. Et tous ces pays pourtant sont adeptes de la rigueur qui était censée diminuer justement le poids de la dette. Il y a d'autres politiques qui seraient possibles, c'est augmenter les salaires, l'investissement public, pour relancer effectivement l'investissement dans l'économie, la méthode dans l'Amérique du New Deal, annuler les dettes qui sont illégitimes, impayables, ou alors nationaliser peut-être une partie du système bancaire pour éviter que les banquiers jouent avec de l'argent en fait qui n'existe pas et entraînent des dettes encore plus colossales. Mais les gouvernements aussi en Europe n'osent pas s'aventurer sur ces sentiers car il y a la pression des institutions financières internationales qui est jugée trop forte. Et donc, le cercle vicieux de cette crise continue à se faire sentir. Alors pour conclure, donc l'héritage de mai 68, c'est d'abord la domination actuelle de ce qu'on appelle le néolibéralisme ou capitalisme mondialisé, c'est-à-dire cette nouvelle forme de capitalisme libéral qui est apparue à partir des années 1980 et qui remet tout à fait le monde dans le même contexte que le premier capitalisme libéral du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il profite à une minorité, 0,1% de la population mondiale, qui s'enrichit, et il appauvrit une grande majorité de la population mondiale. Donc les écarts sont de plus en plus importants, alors que les richesses sont de plus en plus importantes également. Toujours ce paradoxe tel qu'il a été posé dès le 19e siècle. Et le pendant, le revers et l'indispensable revers de cette pièce, c'est de développer dans la société l'idée du nihilisme, c'est-à-dire que mai 68 ayant détruit toutes les idéologies, les religions, etc., les gens ne croient plus en rien. Et ça permet de développer le consumérisme qui devient la véritable idéologie, l'idéologie de l'argent roi, de l'individu consommateur. Et bien sûr, tout ça est favorisé par l'infantilisme développé depuis mai 68, l'infantilisme qui là aussi est dû au renversement des valeurs provoqué par mai 68. Mais cet infantilisme et ce nihilisme, on peut dire que mai 68 a détruit mais n'a pas remplacé ce qui a été détruit. Cet infantilisme et ce nihilisme servent évidemment le consumérisme de façon importante. Face à mai 68, il y a ceux qui s'opposent à l'héritage de mai 68 et qui s'opposent au néolibéralisme. C'est quelque chose qu'on croyait avoir disparu depuis 1945, ce sont les nationalismes, puisque la fermeture des frontières, évidemment, face au capitalisme mondialisé, le retour en arrière paraît une solution à ce courant politique qui peut aller jusqu'au néofascisme. Les fascistes d'aujourd'hui ne sont, enfin en tout cas très rarement, à part une toute petite minorité, ne sont plus armés, ne prônent plus les camps, la force brute, le fascisme du lion comme Mussolini ou Hitler, mais bien un fascisme rusé qui va petit à petit distiller dans la société les idées xénophobes et racistes. Puis tous les conservatismes qui veulent revenir à avant 68, le fameux c'était mieux avant, et donc là c'était mieux avant 68, c'était mieux avant la destruction de l'autorité. Il faut revenir à un autoritarisme effectivement assez fort et nationaliste pour remettre la société dans le pas juste. Puis il y a les héritiers de mai 68, mais qui s'opposent au capitalisme mondialisé. Ce sont tous les socialismes qui sont sortis renforcés de mai 68, aussi bien anarchisme, communisme que socialisme réformiste, mais qui aujourd'hui se rendent compte que la nouvelle question sociale s'est déplacée aussi à l'échelle mondiale et qui donc propose plus de justice et plus d'équité dans ce qu'on va appeler l'altermondialisme, c'est-à-dire une autre mondialisation, pas celle qui se fait au profit des 0,1%. Et donc là aussi, c'est tout un courant politique qui s'oppose à la fois au retour des nationalismes et à la fois à la domination néolibérale, la domination des grandes entreprises, des multinationales. Des solutions dans tout ce discours de crise, ce discours assez catastrophique. Albert Einstein, une référence quand même, nous dit qu'on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Et donc si l'Europe veut sortir de la crise, ce n'est pas en répétant et en utilisant les mêmes modes de pensée qu'avant qu'elle s'en sortira. André Lorullo nous dit « L'éducation me paraît être la seule arme de transformation sociale. Si le peuple reste victime de l'ignorance, il ne se débarrassera pas de ses maîtres. » Contre le despotisme et les préjugés, contre le pouvoir étouffant et conservateur du dogme, le dogme c'est la vérité toute faite, le savoir est l'arme suprême
sur lequel repose la conquête de la liberté. Pouvoir trouver en quelques clics toutes les grandes dates du siècle passé ne nous dispense pas d'apprendre la chronologie de notre histoire, car la connaître, c'est pouvoir se situer dans le temps. C'est comprendre, prendre avec soi, dans évidemment l'épaisseur de l'histoire, mais les périodes et les ruptures qui ont contribué à faire de nous ce que nous sommes, et mieux nous comprendre nous-mêmes. Plus la mémoire s'exerce, plus elle s'agrandit. La réciproque est hélas vraie. Moins on apprend, plus il est difficile d'apprendre. Moins on est poussé à se concentrer, plus l'attention devient faible. Et donc une des solutions pour arriver à plus de mémoire, plus de connaissances, c'est effectivement de se concentrer, de se trouver des temps de concentration, de s'écarter des écrans, des dogmes, des vérités toutes faites pour réfléchir par soi-même. Et l'histoire peut avoir un rôle, évidemment. Un des grands historiens américains du XXe siècle, Howard Zinn, une de mes grandes inspirations, Howard Zinn a détaillé ce rôle de l'histoire et j'aimerais justement, pour terminer, lire justement quelques extraits d'Howard Zinn. Howard Zinn est un historien qui a été impliqué notamment dans le mouvement, dans la lutte contre la ségrégation raciale, contre la lutte contre la guerre du Vietnam. Howard Zinn disait: il faut puiser sagesse et inspiration dans le passé pour alimenter les mouvements actuels de justice sociale. Si pour mettre les gens en mouvement, la première condition est de les sensibiliser aux injustices, la seconde est de les débarrasser de l'illusion qu'ils peuvent compter sur leur état pour les rectifier. L'histoire peut nous permettre de capturer ces quelques moments du passé qui démontrent la possibilité d'un mode de vie meilleur que celui qui a jusqu'ici dominé sur la planète. Elle peut rappeler des moments où les êtres humains ont coopéré les uns avec les autres. Elle peut signaler l'existence d'hommes et de femmes qui se sont comportés comme des héros et non comme des criminels ou des imbéciles. Elle peut nous rappeler que des groupes en apparence très faibles ont remporté des rapports de force totalement asymétriques. Je pensais que l'histoire pouvait jouer un rôle dans la construction d'un monde meilleur, mais pas en tant que soutien de tel parti, telle nation ou telle idéologie. George Orwell, qui était un homme très avisé, écrit « Celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir, et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. » En d'autres termes, ceux qui dominent dans notre société ont les moyens d'écrire notre histoire. Ce faisant, ils peuvent décider de notre avenir. Et Howard Zinn revient également sur l'idée de la désobéissance civile. Et il dit: la désobéissance civile n'est pas notre problème. Notre problème, c'est l'obéissance civile. Notre problème, ce sont les gens qui obéissent aux diktats imposés par les dirigeants de leur gouvernement et qui ont donc soutenu des guerres. Des millions de personnes ont été tuées à cause de cette obéissance. Notre problème, c'est l'obéissance des gens quand la pauvreté, la famine, la stupidité, la guerre et la cruauté ravagent notre monde. Notre problème, c'est que les gens soient obéissants alors que les prisons sont pleines de petits voleurs et que les plus grands bandits sont à la tête du pays. C'est ça notre problème. Extrait d'un discours prononcé en 1970 lors d'un débat sur la désobéissance civile. Et donc, effectivement, Howard Zinn nous montre quel est le problème, l'obéissance, et nous montre quelle est la solution, la désobéissance.